ça, c'est bien. Oui, peut-être, allez, prenons les bonnes habitudes dès le début. Ma parole va être courte, je vais juste poser un certain contexte dans lequel ce prix a émergé. Et vous l'avez compris, on est là surtout pour entendre nos deux premiers lauréats autour d'Andreina. Donc je suis Philippe Guilloni, comme ça a été dit. Donc j'ai une double casquette, même si là, encore une fois, c'est surtout le prix photographie et sciences qui nous intéresse. Depuis 8 ans, avec une équipe qui m'accompagne, on a créé une dynamique à Toulouse qui s'appelle la résidence 1+2 autour de photographie et sciences. Photographie et sciences, ça ne veut pas dire photographier ou créer des images de sciences. C'est créer un corpus visuel avec les sciences. Et ça change tout. C'est aussi mettre des gens qui, a priori, n'avaient aucune chance de se rencontrer. Photographes, scientifiques, de disciplines X ou Y. Toute esthétique confondue sur la partie photographique, toute discipline confondue sur la partie scientifique. Mais au fil des années, il m'est apparu évident qu'on ne pouvait pas, bien sûr, accompagner certains projets magnifiques, brillants, qui étaient sur ces deux disciplines, la photographie, ses formes, et les sciences, là aussi, sur toutes ses formes. Comment accompagner cette création photographique française? Comment essayer de lui donner un contenu, une légitimité, des circulations, une existence visuelle tout simplement? Est venue l'idée, on peut avoir d'autres options, de créer donc un autre écrin. Ce n'est pas une résidence, c'est un prix. Qui dit prix dit appel à candidature. Qui dit appel à candidature dit jury. Un jury qui essaie de respecter, je pense qu'on y arrive, l'équilibre, c'est-à-dire autant de gens de la culture visuelle, de la photographie que des gens des sciences, pour chaque année proposer donc un écrin nouveau, des personnes candidates, des photographes très différents, pour qui peut-être la science, les sciences est une évidence déjà dans leur processus créatif, et pour qui? Pour d'autres, un documentaire, du photojournalisme, peu importe, la science est quelque chose peut-être de nouveau. Il candidate, elle candidate, et donc finalement, au final, il y a un lauréat, on a fait beaucoup déçus, mais c'est à la fois le risque et je dirais la particularité. Il y a donc eu 2 éditions, c'est un prix jeune. 2021, c'est donc Richard Pack, 2022, Manon Langouer, et vous allez très vite comprendre que c'est aussi 2 photographes de générations différentes, de parcours différents, peut-être de centaines de premiers différents, mais qui, là, de manière très différente, ont interagi avec plusieurs sciences. Et donc on est, nous, et moi en tout cas en tant qu'organisateur, sur cette fabrique de la photographie. On restera sur cette thématique. La 3e édition sera lancée le 6 juillet aux Rencontres d'Arles. Il y a 7 000 euros. Et quelque chose qui est important pour que vous compreniez, un prix, je pense que ça fonctionne aussi si on arrive à bien le positionner. Là, je ne sais pas si on a réussi, mais en tout cas, on a fait ce parti pris, c'en est un, que c'est un prix pour accompagner une idée, voire une série déjà initiée. Pas un prix qui est sur une intention totale. Il faut qu'il y ait déjà, et le candidat et la candidate doivent le prouver aussi dans son dossier de candidature, qu'il y a déjà eu de la recherche, voire une première séquence, un premier chapitre, comme toi, Richard, même si, encore une fois, la science était peut-être moins présente. Bref, voilà, le prix photographie et sciences, c'est ça. C'est cette idée. Prix photographie et sciences, il y avait eu d'autres tentatives précédemment. En tout cas, on est sur ce systématisme. Et pour nous, modestement, mais sûrement, c'est essayer d'accompagner encore une fois des projets qui peuvent se passer à l'autre bout du monde. Vous allez voir que Richard va nous amener très très loin, ou alors parfois plus en proximité, en France. Mais c'est le hasard des projets qui fait que. Donc voilà, et on est sur un rythme annuel. Et donc c'est la première fois qu'on le montre sous forme d'exposition ici à l'Institut italien, à Strasbourg. Et pour des raisons aussi de calendrier, de machines internes, de choses qui n'ont pas toujours été dans l'ordre des choses qu'on avait pensé initialement, on a construit une expo double, et je trouve que ça marche très bien. Les techniques sont différents, les projets sont différents, les esthétiques sont différentes, les zones géographiques interrogées sont différentes, les scientifiques sont différents. En tout cas, vous avez aussi une thématique par contre qui est assez proche finalement, mais 2 esthétiques très différentes et très complémentaires. Donc voilà ce que je voulais dire. Mon rôle est celui de, comme tout projet, de fédérer des partenaires, certains sont ici, ont été à multiples reprises remerciés, je les remercier encore tout à l'heure,
expliquer aux photographes. Beaucoup d'appels, de mails pour expliquer est-ce que je suis légitime, est-ce que je vais être éligible, quelle est la temporalité, etc. etc. Donc c'est aussi mon rôle. Et après, essayer de trouver un écrin bienveillant pour accueillir ces contenus. Et là, c'était le cas avec Céline Duval et toute son équipe pour accueillir pour la première fois donc, le prix Photographie Science. Voilà ce que je voulais dire en préambule. Et puis surtout, moi, c'est aussi l'occasion, parce que bien évidemment, quand on organise souvent quelque chose, une résidence, un prix, on ne sait pas tout, on n'est pas au courant des coulisses des uns et des autres. Et donc, je vais être aussi, avec beaucoup de plaisir, spectateur de votre conversation pour comprendre certaines choses qui m'intriguent depuis des mois et des mois. Je suis Andréa Debelle. Je représente le magazine Sciences et la Recherche, qui est un magazine de vulgarisation scientifique, qui accompagne plusieurs événements photographiques liés aux sciences, des registres différents. On est partenaire de la résidence Art Plusieurs depuis longtemps et du prix depuis sa création. Et le fait que Sciences et Avenir s'intéresse à la photographie qui est liée aux sciences et qui n'est pas une photographie de sciences comme les chercheurs en produisent, est important parce que dans ces engagements, quand les photographes, quand ils se mettent à suivre aussi des chercheurs, il y a une tentative de comprendre le monde et de faire comprendre le monde qui est vraiment différente de celle que juste une pédagogie scientifique sans l'image pourrait produire. Donc pour nous, c'est important. Maintenant, j'ai un énorme plaisir à être avec ces deux photographes que je connais depuis un certain temps pour Manon, qui est plus jeune, et depuis longtemps pour Richard. Et vous verrez qu'ils sont engagés différemment dans leur projet. Richard est parti sur un cycle, il se définit islomane, c'est-à-dire vraiment fanat et totalement obsédé par les îles. Et il avait commencé effectivement un travail sur le milieu insulaire, qu'il a poursuivi avec le travail que vous voyez exposé ici, qui s'appelle l'île naufragée. Et je vais mélanger, parce que je ne veux pas faire un truc très académique avec l'un et l'autre. Manon, je rectifie un tout petit peu ce qu'a dit Philippe concernant la proximité géographique. En fait, le travail de Manon a été commencé au Brésil, au large des côtes du Brésil, à bord de la goélette Tara. Donc c'était assez loin aussi, c'était pas en France. En revanche, elle a poursuivi son travail en suivant et en apprenant et en leur apprenant des choses, je suis sûre, aux chercheurs biologistes de la base de Roscoff, qui est effectivement plus proche que les côtes brésiliennes. Mais c'est juste pour dire que ce qu'elle a fait, c'était démarrer lors d'une résidence d'artiste qu'elle a obtenue sur dossier à bord de la goélette Tara. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une goélette qui part sur des missions scientifiques d'études océanographiques, en tout cas sur le milieu marin. Et pour revenir à cette manie des îles de Richard, elle nous a coûté 1 an de patience parce qu'il a voulu aller à Nauru et que cette demande est tombée en plein milieu de crise du Covid, donc il a eu beaucoup de mal à partir et il nous a laissé soupirer d'impatience, mais il a fini par atteindre son but, il a été récompensé. Et moi, j'étais intriguée d'une chose, c'est-à-dire de savoir ce qu'il a projeté quand il a voulu partir là-bas, et qu'est-ce qu'il est allé chercher, qu'est-ce qu'il a trouvé de finalement légèrement différent ou totalement différent, quelles en ont été les surprises, mais en tout cas, en quoi consistait d'abord ta recherche sur Nauru? Alors, ouais. Nauru, moi, effectivement, je travaille quelques années sur les îles, et donc je suis très curieux, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup d'émissions dès que ça parle d'îles. Et Nauru, j'ai découvert son existence et surtout son histoire en écoutant une émission sur France Culture. Il y avait Luc Folliette, parce que grâce à Luc Folliette, qui est journaliste, qui a écrit un livre qui s'appelle L'île dévastée, qui raconte l'histoire de Nauru. Donc cette émission, elle en dit un peu, et j'ai lu le livre, il en dit beaucoup, et j'ai découvert cette histoire vraie qui pourrait être une fiction. Ce serait une fiction, on ne croirait pas, je pense, à plein d'égards. Et je me suis dit, je veux absolument aller à Nauru faire un projet photographique. Ça, c'est la première
phase de tout projet, après, il a fallu que je réfléchisse à comment le faire. J'avais déjà fait, à l'époque, j'avais fait mon premier chapitre à Tristan d'Acunha, qui est de l'Atlantique Sud, où c'est un travail un peu plus classique, entre guillemets, de portrait, de paysage, un peu de photographie de documents historiques aussi. Et là, pour ce travail, je voulais une forme un peu différente. Et donc, en 2 mots, ou après je pourrais développer l'histoire de Nauru, qui est à ce point fascinante. C'est un pays qui, en 20 ans, à peu près, dans les années 70 à 82, les années 90, est passé du pays le plus riche, certains disent le plus riche, ou le deuxième le plus riche au monde, en PIB par capita par tête, à un des plus pauvres. C'était une grandeur et décadence en 20 ans. Tout ça à cause du phosphate qui a été trouvé par hasard en plus. C'est le moment là que je parle de l'histoire de Nauru. Tu fais ce que tu veux, regarde pas. À moins que des mains se lèvent pour dire non, il faut pas parler Je vais de poser ça. déjà l'histoire de Nauru, dire pourquoi j'y suis allé, après on pourra plus rentrer dans le détail du comment. Oui. Et donc, qui a été trouvé, le phosphate qui a été trouvé par hasard. Il faut savoir qu'au début du siècle dernier, dans les années 1900, Nauru, qui n'était pas indépendante, était colonisée par les Allemands qui occupaient l'île. Et ils utilisaient, enfin, ils exploitaient la copra. La copra, c'est un produit dérivé de la noix de coco, qui sert à faire des huiles, tout ce qu'on fait avec la noix de coco. Parce qu'à l'époque, l'île était recouverte de forêts tropicales, de palmiers. Donc Nauru, c'est 20 km². C'est un ovale de 20 km², pays, république la plus petite au monde. Une route circulaire, 20 km, fait le tour de l'île en 35 minutes en voiture. Et ils exploitent la copra. Un jour, un géologue va là-bas, dans le bureau de la société qui exploite la copra. Il voit une pierre qui sert juste à tenir une porte ouverte par terre. Il regarde la pierre, tiens, ça me dit quelque chose, il analyse et il se rend compte que c'est du phosphate. Et à partir de là commence l'extraction du phosphate. Très peu, voire pas du tout par les Allemands, parce que la Première Guerre mondiale arrive, les Allemands la perdent, comme on sait, et ce sont les Australiens, les Anglais et les Australiens qui gèrent Nauru, qui eux commencent à exploiter, à miner Nauru, à exploiter le phosphate. Pour l'exploiter, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent les arbres. Après, c'est un processus très industriel de masse qui finit par réduire l'île à voilà, parce qu'en fait c'est des grosses pelleteuses et donc ils creusent Nauru, ils appauvrissent Nauru pour enrichir leurs terres parce qu'ils ont fait de l'engrais et l'Australie a besoin de beaucoup d'engrais pour cultiver ce qu'ils cultivent. Ils font ça pendant 60 ans, plusieurs puissances se succèdent et en 68 le pays devient indépendant. Les jeunes autorités naruanes nationalisent la mine et deviennent très riches grâce aux revenus de la mine. Très généreusement, ils partagent ces revenus à la population. Toutes les familles sont à peu près propriétaires de certaines parties et du coup, ils ont les royalties de l'extraction du phosphate et commence 20 années de grosses fêtes, de grosses opulence, d'hyperconsommation. Ils achètent des voitures. Ma petite m'a raconté que ses parents avaient 5 voitures, une par jour. Ils font venir, ils importent tout. Dès qu'un truc tombe en panne, on le laisse tomber. La voiture tombe en panne, on la laisse au bord de la route, on en achète une autre. Il y a plein d'anecdotes, je pourrais y revenir. Temps mort. Parce que, alors, on a 1 heure. Ouais, pardon. Mais ouais, l'histoire est passionnante, il y a plein de choses à dire. Et si on la dit pas, on ne comprend pas. Manque de bol, on a pris 1 heure et pas 4 heures. Alors, je vous dis, ce prix est un prix qui s'appelle Photo et Sciences. Le Richard Bach, ici présent, a travaillé en lien avec une géographe avec qui il a échangé pour peut-être fixer des idées qu'il avait déjà au moment où il a commencé à avoir envie d'aller à Nauru et que en plus le prix lui a donné l'occasion de poursuivre une recherche qu'il avait vraiment en tête, de la réaliser, et aussi avec un chimiste.
Parce que ce que Philippe n'a peut-être pas suffisamment. Alors, je te fais que des critiques. Oui, Dit je tout note, à je l'heure, marque. c'est que, en fait, un des critères de ce prix est que les photographes travaillent en lien avec des chercheurs, avec des scientifiques, de plein de disciplines différentes, à plein de niveaux différents, selon l'implication qu'on a envie d'offrir à cet échange possible. Et pour Richard, c'était ce qu'il a appelé dans un premier temps les sciences molles parce que c'était de la géographie. Et puis en fait, il s'est rendu compte qu'il avait envie aussi de mettre en place un protocole avec un chimiste pour travailler sur ces temps morts. Temps mort. C'est moi qui vais te corriger cette fois. Très bien. En fait, ça s'est passé dans l'autre sens. C'est les sciences dures qui sont arrivées en premier et les sciences molles après. Parce qu'effectivement, donc, on parle de phosphate sur cette île, et moi c'était déjà une volonté que j'avais de travailler un peu sur le médium photographique, de me maltraiter un petit peu. Et je me suis demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire avec le phosphate et un dérivé de phosphate. Et ma soeur, en l'occurrence, qui est agrégée de physique chimie, m'a donné des produits, dont de l'acide phosphorique. Et c'est là où j'ai commencé à moi mettre en place un protocole expérimental où j'ai plongé les négatifs photographiques dans l'acide phosphorique et qui m'ont donné des résultats esthétiques qui me plaisaient. Voilà, et alors je ne sais pas qui n'a pas encore vu, mais des photos de Richard, notamment celles qui ont été soumises à ces traitements chimiques, mais elles portent une espèce évidemment de renvoi fort entre la forme qu'il a choisie et le contenu qu'il voulait faire porter à cette expression artistique. Mais on y reviendra parce que j'aimerais que Manon prenne la parole maintenant. Non, parce que sinon, tu sais, ça se déséquilibre très vite. Et donc, pour Manon, c'est vraiment la transposition artistique, plasticienne, parce que vous verrez qu'elle a aussi bien des photographies avec un dispositif photographique particulier, mais des sculptures en 3D. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'elle a travaillé en résidence sur la goélette Tara, qui menait des recherches sur les microbiomes. Elle va vous raconter comment la recherche menée par ces scientifiques l'a conduite à créer dans sa tête le désir de poursuivre et de parvenir aux œuvres que vous allez voir là. Parce que c'est un parcours. Oui, bah, c'était surtout une grosse découverte. Donc j'ai embarqué sur ce bateau fin 2021 avec l'idée de faire un projet sur la pollution plastique de l'océan, qui est un sujet qui est très connu et qui est très méconnu finalement du grand public. Et donc j'étais la première concernée, c'est que j'avais une idée en fait de cette problématique qui s'est précisée justement au fil des conversations un peu avec les scientifiques sur le bateau. Donc voilà, j'avais cette idée, cette thématique en tête et je ne savais pas très bien encore comment j'allais l'exploiter. Et pour moi, de rester un mois sur ce bateau, c'était vraiment la découverte d'un monde que je ne connaissais pas du tout. Parce que je savais que l'océan était peuplé de plancton, je ne me rendais pas compte à quelle mesure la quantité de plancton qu'il y a dans l'océan, mais surtout quelle est son importance aussi, nous, dans notre écosystème. Et donc, en fait, le bateau Tara n'est pas vraiment un laboratoire de recherche. Ça va être plutôt donc, un bateau qui part tous les 2 ans sur des missions un peu différentes et qui fait uniquement du prélèvement et qui envoie ensuite tous ces échantillonnages qui sont faits dans différentes parties du monde dans des laboratoires comme Roscoff, où j'ai pu aller dans un deuxième temps grâce au prix. Donc en fait, moi j'étais entre Salvador et Rio, donc au large du Brésil. Et donc on a fait plein de prélèvements qui étaient envoyés ensuite dans un second temps. Et j'ai eu la chance, il y a quand même un petit labo aussi sur le bateau, de pouvoir commencer à découvrir visuellement des formes de vivants qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et ça a été assez magique pour moi, parce que c'est des formes en fait insoupçonnées qui sont absolument magnifiques, hyper géométriques, c'est très délicat. Et donc voilà, petit à petit j'ai découvert comment la pollution plastique impactait aussi ces organismes. Parce que quand on parle de pollution plastique, de manière générale, on parle de choses type 7e continent, de la pollution de surface.
Or, cette pollution de surface qui est assez effrayante ne représente finalement que 1% de la pollution plastique sur la planète. Et donc tout le reste de cette pollution va être de la pollution microplastique. Les 75% de ces microplastiques, c'est très simplement les objets de notre quotidien qui se sont délités à cause de l'action du soleil, des courants, du vent, et donc voilà, qui arrivent à des tailles microscopiques et qui ont un impact très direct sur ces organismes. Donc moi j'ai cette sensation, ce n'est pas une vérité, mais que le public peut réagir à des idées chocs s'il a aussi des images chocs pour les accompagner. Donc on se souvient tous de cette image du petit hippocampe qui traîne son petit bout de coton-tige, ou les tortues qui sont complètement étouffées avec des sacs plastiques. Et donc moi avec ce projet, l'ambition c'était de donner une forme visuelle, enfin pas vraiment donner puisqu'elles en ont déjà une, mais voilà, offrir une forme de représentation de ces micro-organismes qu'on ne connaît pas, mais fait à partir de matériaux que l'on utilise en fait tous les jours. Voilà. Et donc c'était vraiment le bateau, pour moi c'était une très très bonne porte d'entrée, et ça m'a donné vraiment des clés de recherche à travers les discussions, mais aussi visuellement. Voilà, après j'ai eu des conseils sur comment poursuivre, parce que évidemment en fonction de où on se trouve géographiquement dans le monde, on ne va pas avoir les mêmes types de plancton et d'organismes. Donc c'était vraiment une introduction pour après dire ok, donc dans telle partie du monde ensuite on va plutôt avoir ci ou ça, et donc tu peux aller voir dans tel livre, regarder encore des images et poursuivre les recherches comme ça, et puis voilà, ensuite en labo continuer à voir des choses encore différentes. C'est vrai qu'au début, j'avais pensé qu'il y avait vraiment un lien en termes conceptuel et d'engagement entre la problématique de la pollution plastique et microplastique et puis celle de Nauru. Mais très justement, Richard précise que Nauru n'est pas polluée par le phosphate. Nauru a tout simplement été détruite par la surexploitation. Ouais, une problématique de pollution. Voilà, c'est ce que tu as, ce sur quoi tu as travaillé, c'est un lieu qui a perdu son âme, alors qu'il a cru qu'il avait atteint une espèce d'état paradisiaque pour tout le monde. Oui, alors après, il faut aussi bien comprendre que les Naruans, quand ils sont indépendants et qu'ils nationalisent la mine, ça a déjà été exploité pendant 60 ans, et eux, ils héritent de cette situation, et c'est déjà trop tard. Donc, il n'y a pas d'autre solution que de continuer. Et c'est quand ils ont nationalisé que c'est revenu. Le problème, c'est qu'ils ont mal géré ces revenus. Et aussi, dans le temps, parce qu'ils savaient que ça allait se terminer un jour, ils n'ont pas su se diversifier. Et c'est pour ça qu'on est passé d'un état de grande richesse à un état de pauvreté assez vite. Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas vraiment de choix. C'était déjà trop tard. Ils ont arrêté des situations qui étaient déjà catastrophiques. Et là, j'ai envie de... Bon, le problème pour moi, c'est que je ne sais pas qui a déjà vu et qui n'a pas encore vu ces images. Mais ceux qui ne les ont pas encore vues trouveront une accroche pour aller les voir. Parce que ce que Richard a fait, c'est qu'il a photographié non seulement des paysages, qu'il a non seulement soumis ces négatifs à un traitement chimique particulier dont il va vous parler, mais il a photographié des gens aussi. Et pas n'importe qui. Il a photographié des femmes qui ont été des miss à Nauru, et des haltérophiles, et des gamins qui sautent dans l'eau, et des femmes qui balayent les rues. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'humains dans un travail qui est censé avoir surgi en contact et en lien aussi avec les disciplines scientifiques. Il y a beaucoup d'humains qui portent l'image finalement de cette île. Et j'aimerais qu'il parle de ça parce que c'est surprenant, ça va être surprenant. Oui, alors parce que de toute façon, tous mes travaux, à peu près tous, il y a toujours de l'humain, c'est ce qui m'intéresse, voir comment contemporain est-il. Et puis ce travail, je voulais en faire surtout aussi en voyant, à la fois en voyant le résultat de ces expérimentations qui donnent un côté un peu fictionnel, un peu presque une fable, et aussi
l'aspect allégorique de l'histoire de Nauru, donc je me suis dit, je vais en faire une fable photographique. Et dans toutes les fables, il y a des princes et des princesses. Donc il fallait des princes, et je me suis rendu compte aussi que Nauru, petite nation qu'elle est, c'est une grande nation d'haltérophilie. Ils ont des champions d'Océanie d'haltérophilie. Il y en a même un qui est devenu président de Nauru. Donc j'ai trouvé les premiers princes. Et aussi parce qu'ils sont haltérophiles et qu'ils mettent leur haltère au-dessus de la tête, ça fait penser, enfin moi tout de suite j'ai pensé au mythe de Damoclès, qui parle de la fragilité du pouvoir et de la richesse. C'est exactement ce qui s'est passé à Nauru. Et donc j'avais des princes, il fallait des princesses. Princesse, Miss, je me suis dit tiens, ça peut être intéressant. Et en plus, en bossant un peu là-dessus, je me suis rendu compte que Keynes, si je parle trop du tout, Keynes, l'économiste John Maynard Keynes, pour expliquer le fonctionnement des marchés financiers, puisqu'il y a une grosse partie financière avec Nauru qui ont dû chercher de l'argent, qui ont vendu des passeports de complaisance à des mafieux, qui ont fait des investissements catastrophiques. Donc c'est aussi une histoire de l'ultralibéralisme. Et donc Keynes, pour expliquer le fonctionnement des marchés financiers, il compare avec un concours de beauté. Alors, je vais préciser, si tu me permets. Prends un exemple d'un journal anglais qui a publié des photos de jeunes femmes et demandait aux lecteurs de voter pour la plus belle. Et les lecteurs, ils ne votent pas pour la plus belle, ils votent parce qu'en fait, celui qui gagnait, ils votent pour celle qui va être élue la plus belle. Et Keynes dit, dans le capitalisme, c'est pareil, si on investit dans une entreprise, on investit sur une entreprise sur laquelle les autres vont investir, et pas forcément la meilleure. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, en plus, ça avait un sens de trouver ces Miss. Je me suis dit, concours de beauté, Miss Nauru, et donc j'ai fait un casting dans les quelques Miss que j'ai trouvées, qui ont bien voulu se prêter à ce jeu. Donc j'avais mes princes et mes princesses pour cette fable. Je reviens à Manon, parce que les deux expositions sont très différentes, les propos sont très différents. Moi, ce qui m'a frappé énormément dans le travail de Manon, c'est que, alors c'est quelque chose, elle me l'a précisé là, parce que, comme je vous disais, je la connais depuis un moment, mais je n'avais pas capté que son intérêt pour les techniques photographiques anciennes était marqué dès les débuts de sa recherche artistique. Et ce qu'elle a fait là, des cyanotypes sur verre, c'est très particulier, vous le verrez, vous l'avez déjà vu. Ce sont de tout petits formats qui reprennent un peu l'iconographie d'un herbier sur les algues qui avait été constitué par un artiste connu qui est une de ses références pour ces recherches-là. Mais elle travaille sur cyanotype. Pourquoi ce choix-là qui finalement est vraiment est extrêmement en adéquation avec le fond du projet. C'est une forme qui trouve vraiment sa parfaite expression. Oui, alors moi de manière générale, d'un projet à l'autre, je ne travaille jamais sur les mêmes formes photographiques. J'essaie toujours en fait de choisir le procédé qui va rentrer le mieux en écho avec le propos que j'ai envie de tenir. Donc là, c'était vraiment la première fois que j'utilisais ce procédé, qui est donc un des premiers procédés photographiques, donc le cyanotype, qui a été inventé au 19e siècle et qui était surtout connoté et qui était très utilisé par les scientifiques au 19e. Et donc, comme le mentionnait Andréina, il a été utilisé par une botaniste et artiste aussi, qui s'appelle Anna Atkins et qui a fait ce magnifique herbier d'algues qui s'appelle British Algae. Donc très naturellement j'ai choisi le procédé parce que c'est un bleu très profond, assez magnifique et qui fait tout de suite référence de manière assez évidente à la couleur de l'océan. Et moi ça me permettait aussi d'avoir une espèce de fausse posture scientifique aussi, d'utiliser ce procédé-là, que après j'ai remodernisé puisque c'est un procédé ancien mais qui existait sur papier et sur tissu, originalement on badigeonne en fait le papier ou le tissu de cette chimie. Et donc là j'ai décidé de travailler sur du verre parce que ça ramenait quelque chose de différent par rapport au papier, ça amenait une forme de transparence et ça redonnait un peu un côté plus liquide en fait aussi aux pièces, donc quelque chose
de plus marin. Et ça me permettait surtout aussi de reprendre une autre technique photographique ancienne qui s'appelle l'orotone. Et donc en fait, qui était quand on faisait du gélatino, bromure d'argent sur du verre, on venait appliquer une plaque de feuilles d'or en fait au dos. Donc tous les noirs restaient évidemment noirs, mais tout ce qui était transparent sur le verre était donc rehaussé d'or. Donc j'ai décidé de réactualiser entre guillemets cette pratique, où moi je suis venue peindre sur une deuxième plaque de verre à la peinture fluorescente. Donc pas comme eux sur toute la plaque, parce que sinon les couleurs que j'utilise viennent abîmer et ternir le bleu du cénotype. Donc je viens reproduire les formes exactes de ces planctons à la peinture fluorescente pour rappeler aussi, créer encore une autre dimension d'univers marin et rappeler la bioluminescence de certaines protéines en fait, de ces organismes-là, et pouvoir aussi proposer une exposition immersive en lumière noire, voilà, pour essayer de créer cette atmosphère abyssale. Donc tous ces choix-là, c'était vraiment aussi pour créer voilà, quelque chose de vraiment immersif et rentrer en lien assez direct avec le propos. Alors on voyait que c'est vraiment, c'est très très riche, c'est différent, mais c'est très riche la façon de faire de ces deux photographes, artistes, on peut les appeler, les frontières elles deviennent poreuses désormais, si vous fréquentez un petit peu le milieu de la photographie aujourd'hui, vous verrez qu'il y a beaucoup d'expérimentation, il reste des grands classiques qui travaillent aussi sur l'humain, mais il y a beaucoup d'expérimentation et Richard a expérimenté lors de ce travail sur Nauru quelque chose que probablement tu avais déjà en tête, ou ça je ne le sais pas, si le fait de mettre en place un protocole chimique particulier pour ce travail-là, tu l'avais déjà imaginé pour d'autres Non, c'était vraiment pour ce projet que je l'ai. Comment ça a émergé et comment ça c'est vrai que j'avais envie, concrétisé. j'avais même commencé un peu à maltraiter les photographies avec un autre trajet insulaire où je découpe dans les photos en cutter. Et là, je ne me souviens plus précisément, mais en tout cas, cet aspect chimique, je n'avais pas prévu de le faire. J'avais envie d'expérimenter des choses. Et c'est vraiment en découvrant cette histoire de post-là que je me suis dit que ça pouvait avoir du sens d'essayer ça. Mais en fait, quand j'ai envisagé, quand j'ai eu l'idée, je voulais, j'espérais un truc très corrosif. Je ne savais pas encore si ce serait sur du tirage ou sur du. Quand tu as commencé à travailler avec du phosphate, à faire tes propres tests. Des essais, donc sur des essais, c'était avant que j'y aille, bien sûr, donc des essais sur des techniques qui existaient. Et tu as eu le temps avant d'y aller. J'ai eu le temps avant d'y aller grâce au Covid. Oui. Et donc c'est en essayant, alors j'ai essayé sur des tirages, mais ça ne rendait rien, sur le négatif. Il a fallu que je fasse, sur le linge de maison, non? Non, pas sur le linge de maison, que sur les négatifs. Et c'est là que j'ai vu des choses qui m'intéressaient. Et comment tu as corrigé le tir après avoir eu des contacts? C'est là aussi que moi j'adore ça, mais bon, tout le monde n'est pas obligé d'avoir cette passion-là, de voir ce qui surgit quand des photographes qui n'ont pas forcément l'habitude de le faire rentrent en contact avec des chercheurs. Parce que ce sont deux mondes d'abord qui peuvent avoir vraiment des résonances communes en termes de passion pour la recherche, de passion pour la transmission et de contact avec des mondes qui leur sont a priori étrangers et qui finalement se terminent par des couvertes d'intérêts communs. Donc pour Richard, ça a été l'échange avec un chimiste du CNRS, du Cinémat. Voilà. Et qu'est-ce que ça a donné ça? Mais en fait, le photographie. Je me suis encore trompée? Non, pas du tout. non, pas du tout, mais pour parler science et art et photographie, c'est de la chimie. Moi, j'ai commencé la photographie, je faisais jusqu'à l'arrivée des capteurs numériques, c'était de la chimie déjà. Et donc, oui, moi, quand j'ai établi ce protocole, j'étais un peu déçu que ce ne soit pas plus corrosif. On me met en contact avec ce scientifique du CNRS et je lui parle, je dis justement, je pensais que ce serait plus corrosif. Et il me dit, ah bon, il était surpris. Et on en parle et il me donne des conseils pour affiner ce protocole, des choses plus, de concentration différente et de contact que je fais. Et là, effectivement, je découvre
en mettant une certaine concentration, en laissant suffisamment d'heures, ça devient très corrosif, ça fait un trou dans le négatif, à la fin ça détruit le négatif. Mais avant cela, il y a plein de phases où le processus chimique prend des formes passionnantes qui m'ont vraiment fasciné et très mystérieuses. Et c'est, organiques. à part avoir brutalisé les photons en les coupant au Non, critère. ça c'est encore autre Est-ce chose. que, oui, bien Ouais. sûr. Mais est-ce qu'il y avait eu d'autres moments dans ton parcours de photographe où tu as eu le désir d'expérimenter quelque chose qui aille au-delà du simple tirage photographique? Non, Ouais. ça arrive là. Ouais, ça arrive là. Ouais, ça- Oui, c'est formidable. Est-ce que tu as vécu quelque chose de semblable maintenant avec. Est-ce que le rapport, le chemin parcouru à côté d'un des chercheurs que tu as côtoyé t'a permis de franchir des caps ou d'aller dans une voie d'expérimentation que tu n'avais pas envisagée? Et ben, la peinture fluorescente vient assez directement des discussions que j'ai eues avec les scientifiques, parce qu'au-delà de rappeler effectivement la bioluminescence des protéines des organismes, c'est aussi une technique qui est très utilisée en laboratoire, justement, quand ils font les séquences de gènes, etc. Ils utilisent la microscopie 3D avec de la fluorescence, ce qui permet de différencier certaines parties dans l'organisme. Donc le bleu, ça va correspondre à la partie ADN de l'espèce, le vert, ça va être la partie chlorophylle, et donc ça crée des images assez lunaires. C'est très spécial et c'est très très beau, et donc c'est de là aussi où est venue cette idée d'augmenter la photographie de peinture, de lui apporter autre chose. Et puis aussi les scientifiques avec qui j'ai un peu discuté et travaillé bossent beaucoup avec l'impression 3D et la modélisation aussi. Et c'est de là aussi qu'est venue cette idée de pas uniquement travailler en photo, et aussi présenter les modélisations 3D que j'avais pu faire, puisqu'en fait mon projet, donc c'est les tirages que vous voyez, c'est jamais la même c'est jamais la même technique en fait de prise de vue, parce que le but du projet c'est quand même d'essayer d'inviter les gens à réfléchir sur leur consommation de plastique au quotidien. Donc il serait un peu hypocrite de ma part de produire des pièces en consommant du plastique, en allant en acheter. Donc à chaque fois j'essaye de trouver la forme qui va me permettre de ne pas rentrer dans ce système-là. Donc c'est beaucoup des déchets que je ramasse sur la plage. Je fais aussi un peu les poubelles, je collecte auprès de mon entourage. Et quand certains matériaux en fait n'existent plus en France, là vous avez l'exemple des touillettes à café qui sont interdits en France depuis 2 ans. Ça reste néanmoins un des produits plastiques qu'on retrouve le plus dans l'océan, avec les fils de cigarettes et les cotons-tiges. Donc pour moi c'était important qu'il apparaisse dans le projet. L'idée c'était pas d'en acheter et d'en faire venir d'un autre pays. Donc je les ai modélisés en 3D. Et ensuite, j'ai sorti cette sculpture faite à partir de matériaux biodégradables. Et donc voilà, c'est à chaque fois des formes très différentes. Et je me suis un peu perdue, je me souviens plus de la question au début. Ah oui, et Je donc ne j'ai te le travaillé. redirai pas. Ah oui, et donc j'ai travaillé avec la modélisation 3D, qui est quelque chose que j'ai découvert en laboratoire aussi, et que je commençais à peine à toucher avec d'autres projets, et voilà. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai développé pour ce projet en particulier, et que j'ai découvert aussi grâce à la collaboration avec les scientifiques. Et je me souviens que ce que tu viens de dire est important, parce que dans les discussions au jury, tu faisais partie du jury, Adèle Ballot qui reprend le CNRS faisait partie du jury. Il y avait à un moment donné, quid de l'utilisation du plastique dans les œuvres futures de Manon, pour pas non plus, c'est ça aussi, un prix ne doit pas se contredire. Elle était trop intelligente pour Voilà, aller exactement. utiliser. Mais je me souviens, moi je suis pas au jury, hein. J'avais voté pour elle, alors. Mais vous aviez, vous et puis d'autres, formalisé. Est-ce qu'on a bien compris le projet de Manon par rapport à la place du plastique dans sa création future? Ouais, donc ma réponse est. Voilà, il y a quand même du plastique, mais le plastique en tout cas qui est présent, c'est voilà, que des déchets ou de la récupération, du recyclage. Et quand c'était pas possible, j'ai utilisé voilà, ce mélange biodégradable fait à partir de fécule de maïs pour évidemment, effectivement, ne pas sortir une impression 3D en polymère. Ça reviendra au même que d'acheter des touillettes à café, ça serait un peu un contresens. Un contresens vraiment important. Mais moi, il y a toujours un truc qui m'intéresse, c'est que est-ce que les expériences qu'on fait
ouvre des perspectives de continuité pour aller au-delà, ou est-ce qu'à un moment donné, ça ferme, ça clôt une boucle? Et je te pose cette question parce que, d'une part, c'était une première, ce genre d'expérimentation. Et est-ce que tu as trouvé une adéquation entre la forme et le fond qui ouvre des perspectives pour des suites? Alors oui et non, j'ai envie de répondre, parce qu'effectivement, j'adorais faire ça, une expérimentation, c'est addictif. Il n'est pas impossible que je continue, mais si je continue, ce sera autre chose, parce que en plus, moi j'aime bien tous les travaux, je pense que d'une forme à une autre, je me lasse assez vite en tant que spectateur et créateur. Et donc là, ça marchait très bien pour ce projet, ça avait du sens. Donc il n'est pas impossible que je continue, mais il faudra que ça ait du sens et il faudra que ce soit différent. Si c'est pour refaire la même chose, ça ne m'intéresse pas. Mais ça t'a pas. Mais si, ça t'a gratté à un mais j'ai pas, mais j'ai pas envie non plus que ça devienne un systématisme. Par contre, là, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cette exposition, cette restitution, donc, je suis parti en novembre et on a fait ces œuvres-là, mais il y en a d'autres et j'ai encore plein de négatifs que je n'ai pas encore maltraités et je vais en faire de nouvelles. Et aussi, justement en discutant avec ce scientifique, il m'avait aussi envoyé des produits parce que je voulais quand même essayer des choses sur le tirage. Il m'a envoyé des choses, j'ai essayé, je n'ai pas été complètement convaincu, donc j'ai un peu laissé de côté, mais il est possible, voire probable que j'y revienne. D'ailleurs, si vous voulez, il y a des exemples de ces essais qu'on a mis dans la vitrine à la médiathèque. Donc il y a 4 tirages où j'ai remis des produits pour refaire des cristaux de phosphate sur le tirage, mais c'est très pliable, c'est très fragile. C'était pas évident, et à faire des œuvres qui soient exposées, qui soient pérennes, c'était compliqué. Mais il n'est pas possible que j'y revienne et que j'aille un peu plus loin. Mais après, on avait un problème de temps. Bah oui, bien si sûr. ça avait été dans un an, peut-être qu'il y en aurait eu, mais là, j'ai pas le temps. Oui. Et vraiment, la poursuite, Richard, c'est peut-être aussi la vidéo. Est-ce que tu parlais de ça? Alors c'est vrai que oui, parce que là on n'est plus dans l'expérimentation, mais j'ai fait une vidéo, parce que je fais une captation de Playboy. Alors Playboy, c'est l'activité du vendredi soir, du samedi soir, tous les soirs en fait, sur l'île, qui en voiture, ils ont des trucks, des voitures avec des plateformes derrière, et puis ils mettent toute la famille sur la plateforme, les enfants, et puis ils font le tour de l'île. Alors des fois, selon la sens. Alors je demande pourquoi, pour changer, parce que hier on a fait le soir sur l'autre sens. Et voilà, et ça tourne, et c'est très à l'image de l'île, ça tourne un peu en rond. Et donc c'est un truc que je voudrais monter. Donc il y aura une autre démonstration. Qui va être excitant pour le spectateur. Ah, ça va être passionnant. Je t'encourage. Ça va nous donner une expérience. Au moins on voit toute l'île. Oui. Mais je pose la même question à Manon et après je vous encourage à poser vous-même des questions parce que j'aimerais savoir, mais Manon a déjà, dans son parcours, la relation avec les sciences a déjà une petite histoire, mais j'aimerais savoir si tu crois que, parti comme tu es, tu vas poursuivre dans les relations avec la recherche. Oui, et dans quelle voie éventuellement. Ouais, je ne vois pas faire autrement maintenant. Je trouve que c'est toujours hyper magique et moi j'ai pas du tout un bagage scientifique et en fait c'est pour moi un prétexte tout le temps dès que j'imagine travailler sur une thématique de projet. En fait c'est juste un prétexte à mieux comprendre comment on s'organise sur notre planète, quelle place on a dans l'univers et c'est aussi pour moi juste des manières de répondre à des questions que je peux avoir et dont je ne connais pas du tout les réponses puisque je n'ai pas ce bagage là et voilà et à chaque fois je suis un peu émerveillée. Donc, dès que je rentre dans un nouveau labo, découvrir des nouveaux systèmes de visualisation du vivant. J'aime beaucoup ce rapport à la lunette de manière générale qui permet de découvrir des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, donc que ce soit la lunette astronomique ou les microscopes. Et je pense que oui, là, ça va continuer et probablement en océanographie pour les 5 prochaines années. Je pense que là, je vais vers un grand chapitre, oui. J'ai fait 5 ans sur plutôt des thématiques astronomiques et là je
je me vois pas m'arrêter. Il y a tellement de choses et de problématiques et d'enjeux environnementaux liés à la mer. J'ai un peu envie de continuer à exploiter ça. Oui, c'est vrai qu'il y a cette dimension. Moi, je vous laisserai volontiers la parole, hein, ceux qui ont envie de poser des questions, si sentez-vous évidemment tranquille. Lancez-vous. Oui. Oui, une question alors, qui est peut-être, enfin c'est peut-être trop proche de vos expériences, mais est-ce que dans ce travail qui a été fait avec les scientifiques, vous avez eu le moment, le sentiment que ça ouvrait aussi de nouvelles perspectives pour les scientifiques eux-mêmes? C'est-à-dire que là, on a beaucoup vu comment la science a finalement inspiré, on va dire, la photographie. Mais est-ce que dans vos approches, qui peuvent être déroutantes pour des demandes qui sont inhabituelles peut-être pour les scientifiques, est-ce que du coup, eux-mêmes sont amenés à penser autrement le milieu, le domaine scientifique sur lequel ils travaillent? Est-ce que, enfin, c'est peut-être une demande de... Vous n'avez pas assez de recul. Je n'ai pas ce retour-là. Sauf un des scientifiques là, des sciences humaines, Fabrice Argounès, qui est spécialiste en relations internationales. Il est aussi commissaire de l'exposition, il fait beaucoup de choses avec la science et sa monstration, sa façon de partager, diversification. Et il m'a dit qu'il était sur un projet avec des collègues sur une exposition sur l'Anthropocène, et que du coup ça pourrait tout à fait rentrer dans ce cadre-là. Ce n'est pas tout à fait la question, mais ça pourrait du coup partir ailleurs, encore dans un domaine scientifique avec l'université. Donc il y a ça. Peut-être toi, Manon, tu as des expériences dans ce... Du coup, moi, je passe quand même un peu de temps en labo, et puis j'essaie de montrer les images que j'ai fait aussi aux scientifiques avec qui j'ai travaillé. Et en fait, pour l'instant, j'ai eu que des bonnes expériences. Ils sont souvent ravis parce que quand tu travailles dans le même laboratoire, sur le même objet d'étude depuis 30 ans, tu n'as pas forcément le recul et de te rendre compte finalement de ce que ça représente en fait, toute ta recherche aussi, et ils ne voient plus forcément le côté magique de ce qu'ils étudient. Et certains m'ont dit qu'ils étaient ravis que je sois là aussi, parce qu'en fait je vois des choses avec les yeux de quelqu'un qui n'est pas scientifique. Je trouve ça formidable, et j'arrive un peu avec une âme d'enfant, et eux ça leur rappelle aussi que finalement s'ils font ça aussi, c'est évidemment parce qu'ils ont un travail engagé, mais ça permet de communiquer aussi sur leur recherche. Et c'est vrai que moi j'ai eu des propositions aussi d'exposition par des scientifiques en disant en fait nous on te donne des données, toi tu les réinterprètes, et du coup c'est quand même une grande forme de vulgarisation, et du coup ça nous intéresse de peut-être médiatiser les images en fait, pour avoir peut-être un discours qui est plus facile d'accès pour des personnes qui seraient pas scientifiques. Donc, après pas tous évidemment, peut-être que ça gonfle un peu, mais les retours que j'ai eus étaient super positifs, et ils étaient plutôt ravis. Ça redonnait une perspective nouvelle aussi à un peu ce qu'ils faisaient, quoi. Moi j'ai pas mal d'expérience dans ce domaine, mais je ne veux pas monopoliser. Je pense qu'il y en a une qui est en train de regarder son téléphone et qui adore parler. Tu pourrais, Adèle, nous dire, Adèle Vanneau, qui est au CNRS, CNRS Images, responsable de la médiathèque CNRS, doit avoir des retours de chercheurs qui ont été sollicités par des artistes, ou en tout cas qui ont vécu des expériences semblables en relation avec des photographes, des artistes, et qu'est-ce qu'ils en ont tiré? On n'en a pas toujours connaissance. Ils sont secrets. Il se passe beaucoup de choses dans les laboratoires, et il y a beaucoup de photographes. Je rebondis sur les travaux qui sont faits avec les résidences. Oui, bien sûr. Bien sûr. Là, il y a un travail de construction dans les laboratoires dans lesquels il y a eu des retours assez forts, justement, sur l'apport. Il y a un autre regard, en fait. Je pense que c'est aussi ça. Quelqu'un d'autre qui vient regarder à côté ou avec dans le laboratoire. Et déjà, je pense que les scientifiques acceptent qu'il y ait quelqu'un qui vienne comme ça, qui soit un peu au quotidien avec eux, c'est déjà beaucoup. Et c'est un travail ensemble, en fait, je pense. Et
de ce que je perçois, parce qu'en fait, moi, j'ai jamais vécu directement ces expériences. Vraiment, on regarde toutes ces images, toutes ces expériences, de ces images, on essaie de faire circuler au maximum toutes ces images. Enfin, quand je dis images, c'est au sens très large, hein. J'inclus des œuvres, des données scientifiques, enfin, c'est vraiment très ouvert. En fait, je pense qu'il y a une grande attention des scientifiques qui s'intéressent à l'image, parce que ce n'est pas le cas de tous, à ce que vous pouvez produire, justement, parce que on voit bien que ce n'est pas ce qu'eux produisent, et ça vient leur raconter quelque chose. Et puis il y a cette notion de revenir sur les bases, en fait. Je ne veux pas dire que tous les scientifiques soient merveilleux par ce qu'ils font, parce que c'est pas. Mais justement, de retrouver quelque chose comme ça, aussi de l'esthétique, parce que je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui sont très sensibles à l'esthétique. Et ça, c'est quelque chose dont on n'ose souvent pas parler en science. Bien sûr. Parce que l'art, c'est l'art, la science, c'est la science. Oui. Et là, justement, l'intérêt, c'est de faire communiquer ces deux univers. Oui. En fait, il y a aussi beaucoup de scientifiques qui sont sensibles dans toutes les disciplines. Oui. D'autres questions? Moi, j'ai une question qui s'adresse à Manon. C'est-à-dire, visiblement, dans le cahier des charges, il y avait le fait, il y avait une démarche esthétique, voire militante. Il y avait également un rapport à la science. Mais moi, quelque chose que je trouve extrêmement fort dans ce travail, c'est le côté magique. Et justement, vous avez dit, c'est hyper magique. Ma question, c'est, est-ce que ce côté magique faisait partie du cahier des charges, était recherché, même pas tout à fait consciemment, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu un peu de surcroît comme par magie? Alors, j'ai pas la prétention de dire que ce que je présente est magique, mais oui, ça vient de créer aussi une atmosphère vraiment et d'avoir quelque chose d'immersif. Ça vient aussi et ça rentre dans ma recherche dès le début en fait. J'arrive pas à travailler uniquement en photographie. D'ailleurs, je ne me décris pas comme photographe, mais plutôt comme artiste visuel. Et donc, dès le début des projets, il y a l'intention aussi de créer quelque chose, vraiment de créer une atmosphère. Et donc là, en l'occurrence, c'était là d'essayer de placer le spectateur dans une forme d'abysse, de contemplation abyssale. Donc ça c'est vraiment des choses qui rentrent en compte dès le début. L'espace scénographique est super important pour moi. Parfois, j'ai même l'idée d'abord de la scénographie avant même de faire les pièces photographiques. Donc, je ne sais pas si je réponds bien. Oui, je trouve que c'est très réussi pour ce travail. Question. Une question que je ne peux pas m'empêcher de poser. Il n'y avait pas de phrase sympathique sur le C'est une excellente question et la réponse est oui. Il y a des femmes haltérophiles. En plus, maintenant, c'est plus trop de l'haltérophilie, c'est du powerlifting, j'appelle ça, c'est un peu différent. Mais il y a des femmes, il y en a une qui a gagné d'ailleurs un concours compétition en Océanie. Donc il y en a aussi pas mal, mais je ne sais pas photographier parce que je trouve qu'il est un peu binaire. Une femme. Un peu cliché, quoi. Je n'ai pas trouvé de prince dans les concours de Miss, ça ne marchait pas. Il y a des femmes. Sinon, une autre question, mais en fait, je suis content que Joël ait contourné le piège de la question de l'usage du plastique dans la fabrication des œufs. Mais je me pose quand même la question, est-ce que finalement, fabriquer une petite touillette en plastique, est-ce que scientifiquement, ça aurait été vraiment un problème par rapport à ce que peut apporter l'œuf derrière en prise de conscience? Bénéfice-risque, quoi. Non, mais je suis d'accord. Je me suis posé pendant super longtemps la question. Justement, c'est quelque chose qui revient hyper souvent dans mon travail parce que j'essaie d'avoir un travail engagé qui parle de problématiques justement écologiques. Et donc, qu'est-ce que ça représente l'impact quand nous, on produit une œuvre par rapport effectivement au message véhiculé? Je n'ai pas la réponse. Ça m'a posé problème, par exemple, de prendre l'avion pour rejoindre le bateau au Brésil. J'étais pas très bien, quoi. J'ai beaucoup culpabilisé. Et après, voilà, j'essaie de remettre les choses en perspective.
Là, en l'occurrence, je ne pouvais pas faire autrement. Quand il y a des solutions, je ne vois pas pourquoi je me priverais de trouver une solution alternative, même si elle coûte plus cher, effectivement, parce que sortir une impression 3D avec un matériau biodégradable, ça coûte des sous. Voilà, mais quand la solution est là, et puis même en fait, d'avoir tout ce temps de recherche pour trouver cette solution alternative aussi, elle m'intéresse vachement parce qu'au-delà de juste moi, mon projet à ma petite échelle, je me dis que ça veut dire que si moi je trouve cette solution, bah, ça veut dire qu'elle existe aussi même à l'échelle de l'industrialisation et qu'il y a plein de choses qui sont possibles de faire. Donc en fait, même tout ce processus de recherche qui peut être très long, je le trouve passionnant. Et donc voilà, quand il y a la possibilité, j'essaie d'être le plus propre possible d'un point de vue production. Mais voilà, c'est pas toujours possible. La peinture acrylique que j'utilise, l'acrylique, c'est pas hyper propre d'un point de vue écologique. Et voilà, si on commence à aller trop loin aussi, on fait plus certaines choses. Et effectivement, après, il n'y a pas le message est plus là. Donc, j'essaye un peu de me rassurer quand c'est pas parfait. Justement, la question avait plutôt de déculpabiliser. Oui, bah c'est gentil. Merci. Il y a encore d'autres questions. J'avais une question. Puisque cette exposition, c'est aussi l'histoire d'un duo successif. Richard, si tu avais une question pour Manon, laquelle ça serait? Et inversement. Parce que je pense que ça pourrait être intéressant aussi de vous faire dialoguer entre vous dans un regard croisé. Est-ce que c'est sur le fond? Est-ce que c'est par rapport à l'esthétique? On l'a beaucoup abordé. Est-ce que ça non, la seule question qui me vient, c'est que si c'était à refaire, autant la prise de vue que de sa monstration, est-ce que tu ferais pareil? Avec Lionel? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a déjà eu tellement de questions qui ont été abordées. La question a déjà été posée par Andréina, effectivement, c'est sur le protocole. J'aimerais bien avoir plus de temps pour en faire plus, faire plus d'essais, pour faire plus de. Ça, c'est une petite frustration. Avoir plus de temps aussi sur l'île pour faire un peu d'autres choses et prendre un peu de temps pour moi. Aller à la plage. Exactement, je suis allé plus 2 fois. Aller soulever des. Et puis, je suis soulevé parce que je suis très sportif. Bah oui, ça se voit. Hein, Non, mais j'ai une question conceptuelle. C'est-à-dire que on a pas mal discuté, mais même en dehors de temps en temps, on a discuté, Richard et moi, en dehors des histoires de prix, etc., de ta relation à la lecture, à la documentation, aux histoires de voyage, mais aux histoires de géographie, de géopolitique, etc. Et cette question que tu avais posée, que ce soit à la géographe avec qui tu as été en contact, Marie Rodon, je crois, et puis spécialiste des relations internationales, à savoir, est-ce que Nauru peut être considéré comme un macrocosme dont le modèle ou l'anti-modèle se rapporterait à la planète entière? Pourquoi tu as eu envie de poser cette question-là et quelle est la réponse qu'ils t'ont faite? Voilà. La question précise que j'aurais posée, c'est est-ce qu'on peut faire de Nauru, cas singulier de Nauru, une allégorie de ce qui pourrait se passer à l'échelle de la planète entière? Je pose cette question parce que c'est ce qu'on lit beaucoup. Souvent, quand on parle de Nauru dans la presse, on parle beaucoup un petit peu dans la presse scientifique. On prend ça comme exemple de société, un exemple d'un effondrement de société et souvent un exemple de ce qui pourrait se passer à la planète entière. Et je voulais savoir si c'était effectivement le cas. Et pour être très complet, j'ai posé cette simple question, cette même question à Marie Rodon, géographe, et à Fabrice Arbounet, spécialiste des relations internationales. Elle m'a répondu, et sans surprise, elle m'a dit oui et non. La réponse est dans un petit jeu de service qui est un peu, c'est un vocabulaire de géographe, c'est un peu technique, mais elle répond oui et non. Et je savais, je me doutais un peu ça. Et Fabrice Arbounet, lui, il a répondu à côté.
il n'a pas vraiment répondu à la question. Il m'a fait un lexique, un dictionnaire de vie qui est d'ailleurs très bien, parce que ça apporte quelque chose. Ah oui, c'est vrai qu'on avait parlé de cette histoire de je t'avais dit lexique. pas poser cette question. Oui, mais je te la pose quand même. Non, parce qu'il n'a pas voulu réfléchir. Il a préféré boire des coups avec les copains. Mais non, je lui ai dit, tu réfléchis parce que je vais te poser cette question. Parce que je trouve très intéressant ce qu'a fait Aragonès, c'est-à-dire qu'il a préparé un lexique qui était en relation avec Nauru. Et le seul mot dont il se souvient, je trouve qu'il est tellement employé que je ne voulais pas qu'on en parle, parce que c'est Anthropocène. Mais puisque c'est le seul sur lequel tu as réfléchi... Non, il parle d'Anthropocène, il parle d'effondrement, il parle du désir. Alors choisissons un qui te fait le plus envie à raconter. Désir, parce que c'est aussi le nom de ce cycle sur la réalité, c'est les îles du désir. Et puis le désir, c'est la vie, quoi. Désir. Et donc Nauru égale désir. Le mien. Ouais. Désir de lointain, désir de comprendre, de poser des questions, en tout cas, pas forcément comprendre, mais d'essayer de montrer une problématique et puis de voir ce qu'on peut en faire. De faire appel à des gens qui savent, qui sont spécialistes, pour voir si peuvent nous expliquer. On serait tenté de conclure, mais on va laisser encore... En quoi Nauru n'est pas une allégorie alors du coup? C'est quoi parce que le cas est trop particulier, parce que on parle que d'une seule... c'est que du phosphate, et la Terre, c'est pas qu'une seule... il y a plein de ressources. Et donc là, c'est un territoire où il n'y a qu'une seule ressource. Et donc, c'est une île petite avec beaucoup de monde. Et donc, on ne peut pas vraiment. Alors, il y a des parallèles qu'on peut faire sur l'exploitation sur des territoires où il n'y a qu'une ressource. Mais la Terre, c'est plein de ressources. La Terre, c'est un monde qui est en constante évolution. Et Nauru, c'est trop petit pour qu'on puisse en faire une allégorie. En tout cas, l'idée de l'exploitation de ressources en général. Mais c'est un avertissement. C'est un avertissement sur une surekploitation, sur quelque chose qui n'est pas réfléchi, sur quelque chose qui est un peu immédiat, qui n'a pas de gain immédiat. C'est en tout cas effectivement. De pas réfléchir dans le long terme. En tout cas, ça devrait être une leçon. Et c'est là où, peut-être pour conclure d'ailleurs, là où je suis un peu déçu par Nauru. Même si c'est des gens très attachants, mais comme maintenant, là, ils continuent de miner un peu pour 10 ans, plus grand-chose, ils n'ont pas trop le choix, ils n'ont plus aucune ressource. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont fait un accord avec des sociétés d'exploitation sous-marine pour exploiter les nodules métalliques métaux rares qui sont en profondeur. Et donc, c'est pareil, c'est un truc industriel avec des grands aspirateurs, et ils aspirent tout, et les nodules. Ils vont faire ça cette fois dans les eaux internationales, donc ils vont bousiller des eaux ailleurs que chez eux. Donc ils n'ont pas vraiment retenu la leçon. Mais en même temps, ils n'ont pas le choix. Il n'y a pas grand-chose qu'ils peuvent faire pour gagner de l'argent. En tout cas, ils ont choisi ça. Et c'est un peu dommage. Quelqu'un d'autre veut le mot de la fin? Quelqu'un a envie que vous les avez à portée de la main, les deux? On va avoir des coups. Ah bah oui, peut-être qu'il y en a qui vous poseront des questions plus librement dans la circulation, dans les expos. En tout cas, merci à tout le monde. Merci. Merci d'avoir été là.